Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Politicon, le podcast où on parle politique. Je suis François Malsena, nous sommes en 2018 et il y a encore 143 000 sans-abri en France. Et aujourd'hui, je reçois deux invités de marque, Swan Périssé. Bonjour Swan, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Et on reçoit également Arnaud Gantier. Salut Arnaud. Salut. Alors, bienvenue dans ce podcast pour cette première. Je vous propose de commencer par une petite présentation de vous. Swan, je te propose qu'on commence par toi. Que fais-tu dans la vie ? Moi, je suis Swan Périssé et dans la vie, je suis humoriste sur scène et en vidéo. Et depuis quelques mois, productrice d'audiovisuel. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu produis ? Je produis pour l'instant mes vidéos et des vidéos aussi pour des marques d'intérêt général, d'autres marques moins bien. Et okay. non, je fais plein de vidéos. On veut des noms. Il y a une hiérarchisation des marques avec lesquelles tu travailles. Ouais, en fait, je travaille sur plein de projets créatifs, sur le web surtout. Et Arnaud, que fais-tu de ta vie ? Eh bien, je me lève pas très tôt le matin, mais après, une fois que je suis levé, je bosse sur des vidéos d'économie. D'accord. Donc pour expliquer l'économie, ça s'appelle Stupid Economics. Et puis il y a aussi une activité donc de live, d'inviter des gens qui ont des choses à raconter sur l'économie, tous les mardis à 20h. Sur YouTube et Twitch. Alors oui, on vous donnera un petit espace à la fin pour nous dire où on peut vous retrouver. D'accord. Je l'ai déjà fait du coup. Voilà. Je vais passer. Tu pourras le refaire. Ah ouais. Ouais. On est généreux, ok, donc du coup, la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est parce que donc Swan, je te connais, on s'est croisés il y a une dizaine d'années, et Arnaud parce que... Ça ne rajeunit pas. Ah, exactement, putain. Et c'est quand tu peux dire, il y a 10 ans, j'ai fait quelque chose, que là tu te dis, c'est ça. Tout à l'heure, on s'est vu, il a dit, ouais, ça va depuis 10 ans. Ouais. Je disais, mais non, impossible, enfin, on a dû se rencontrer, je sais pas, il y a 3-4 ans. Non. Ouais, non, mais parce que ça commence. Moi, je trouve que ça fait... En plus, notre mémoire est faillible. Ouais. Et donc du coup, ça m'a paru intéressant de t'inviter Swan parce que j'ai eu l'occasion de voir quelques-unes de tes vidéos sur YouTube, je vous les conseille, c'est très drôle. Et dans certaines, il m'a semblé voir quelques passages qui, sans être de la politique à proprement parler, ont un petit message en fond. Est-ce que... Ah, tu veux dire de la propagande ? Exactement. Exactement. Tout à fait. Moi, j'essaye de faire de ce qu'on appelle de l'humour engagé de plus en plus. Et ça fait très longtemps que ça me travaille, parce que moi, je suis rentrée à Sciences Po à 17 ans, donc j'étais toujours un petit peu, si ce n'est politisée, concernée par les problématiques sociales, de partage, de vivre ensemble, etc. Sauf que j'avais envie de monter sur scène et de faire marrer les gens. Et en fait, récemment, je m'approche de la trentaine, mine de rien. Donc j'ai de plus en plus de choses à dire, des choses qui me révoltent, qui m'émeuvent, ou me rendre compte qu'on peut vivre de façon peut-être différente ou alternative. Sauf que ce que je sais faire, c'est faire marrer les gens. J'ai une grande communauté. Donc je me suis dit, on va allier les deux. Donc ça m'intéresse clairement de faire de l'humour engagé. Mais après, on pourra parler de ce qu'est politique. Pour moi... la dernière fois que j'ai entendu parler quelqu'un de quelque chose qui pour moi est révolutionnaire et politique, c'est une danseuse. Donc okay. Pour moi, c'est très très large. Oui, et j'imagine que balancer du contenu ouvertement politique dans ce que tu fais et pas non plus quelque chose avec laquelle tu te sens forcément hyper à l'aise. C'est pas du tout quelque chose contre lequel je lutte. Enfin, je m'interdis rien. Par contre, moi, j'ai envie de faire marrer les gens avant tout. Ouais. Donc, entre un sujet drôle et engagé et un sujet que drôle, je vais choisir celui drôle et engagé. Mais s'il y a quelque chose que j'ai envie de dire ou dont j'ai envie de parler et que je trouve pas du tout l'angle drôle, donc pour moi intelligent ou un peu audacieux, je vais pas en parler, en tout cas via ma chaîne YouTube. Je vais faire un podcast ou un post ou en parler sur une émission politique. Mais c'est vrai que pour moi, l'important c'est de faire rire les gens et ensuite de faire passer des messages. Okay. Mais je suis humoriste, je suis là pour ça. Très bien, ok. Et toi Arnaud, donc moi je ressens pas du tout cette pression-là de devoir faire rire les gens, donc voilà, je parle de ce que je veux. Disons, t'es pas très drôle, je pense. Non, c'est ça. Et généralement les gens, alors ça c'est à chaque fois ça le fait comme ça. C'est dans les contenus que je propose, à chaque fois j'ai l'air super sérieux, super le mec réfléchi et tout. Et après quand les gens me voient en vrai, il y a un clash. Quel clown. Qui se passe. Ouais, ils se rendent compte qu'en fait le mec c'est un clown. Cela dit, dans le montage de tes vidéos, il y a un truc qui est fait pour sans forcément que ce soit proprement dit de l'humour. Il y a de la dynamique et il y a si tu peux mettre des blagues, j'ai une sorte de t'hésites pas quoi. C'est juste c'est drôle l'image que peuvent avoir les personnes qui ne t'ont pas rencontré et qui après te voient et se disent ah oui en fait c'est pareil pour moi.
Tout le monde pense que je suis très drôle et je suis dépressive. En vrai. Ouais, ça fait 20 minutes que tu pleures, je suis un peu gêné. C'est super particulier les images qu'on se fait des gens. On choisit de montrer ce qu'on veut montrer par notre personnalité. Moi, c'est les 10% de temps sérieux. J'essaye de tous les mettre au même moment. Dans tes vidéos ? Oui, voilà, c'est ça. Et le reste du temps, c'est n'importe quoi. Mais alors, justement, dans tes vidéos, toi, il y a quand même. Donc, tu parles d'économie. L'économie, c'est un peu politique, mine de rien, non ? Bah ouais. Et comment tu abordes le truc parce que peut-être que du coup ça peut être intéressant de mentionner d'où on se connaît, toi et moi. On se connaît parce qu'on a eu l'occasion de discuter via ta chaîne YouTube de vidéos d'économie, notamment les programmes des candidats. Ouais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment dans ma production vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin, c'était de réduire le nombre d'erreurs, parce qu'à chaque fois qu'on produit quelque chose, on fait des erreurs. C'est un peu, ça vient main dans la main. Comment réduire le nombre d'erreurs ? J'ai demandé à plein de gens s'ils avaient des connaissances et s'ils voulaient bien m'aider à relire un peu ce que je produisais. Et François s'est proposé avec d'autres gens. Et donc c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et après, tu disais sur l'économie, c'est politique. Ouais. En fait, en filigrane, ma question, c'est un peu comment tu deals avec le contenu politique qui est un peu inhérent à l'économie et comment tu... Si tu veux, je suis arrivé dedans avec un intérêt politique. J'ai pas fait d'études en économie, pas fait d'études politiques non plus. Tu vois, c'est pas de là d'où je viens. Mais par contre, je suis arrivé par l'aspect de la curiosité. En fait, c'est vraiment de se poser des questions. Mais comment ça marche, quoi. Et c'est vraiment par ce biais-là que je suis arrivé dans l'économie. Donc c'est pas forcément pour prouver un point, pour essayer d'amener une vision de la société donnée. C'est vraiment, stupide économique, j'ai aucune connaissance, j'y connais rien, je comprends rien. Comment est-ce que je peux arriver pour comprendre quelque chose ? Et donc ça veut dire, en gros, tu lis un peu tout ce qui se passe, quoi. Ouais. Tu vas du côté du libertarien à l'autre côté, aux anarchistes de gauche ou quoi que ce soit, et tu lis ce qu'ils écrivent, et après je sais pas, tu dis il y a plusieurs mondes possibles, il y a plusieurs. Mais est-ce que tu t'essayes de garder une neutralité quand tu fais tes sujets, ou est-ce que tu essayes de présenter tous les points de vue, ou est-ce que si tu te retrouves à présenter que le point de vue d'un camp politique, ça te dérange pas et tu le fais, enfin tu vois, comment t'approches le truc, quoi ? Si tu veux, je vois ça comme dans chaque vidéo, je trouve qu'il y a un c'est pas un danger, mais de vouloir présenter tous les courants politiques, tu vois, de mettre tout en opposition. Au final, tu te retrouves à mettre, je sais pas, par exemple, sur le sujet de l'environnement, tu vas te retrouver à mettre un mec qui va, enfin, un scientifique ou je sais pas trop quoi, qui représente le courant majoritaire, enfin tu vois, de dire il y a du réchauffement climatique, il faut faire quelque chose, machin. Oui, de mettre ça sur un pied d'égalité avec un mec qui est ultra minoritaire, c'est ça ? Et de mettre ça, si tu mets ça dans la même vidéo, je trouve que ça peut créer des problématiques comme ça, tu vois. Donc je suis pas un gros fan il faut laisser il faut que tous tes contenus soient égalitaires dans le temps de parole ou des trucs comme ça, tu vois. Ça me semble pas ouf en termes de... moi je pense que mon métier c'est exactement le contraire en fait. C'est que des clampins tout seuls sur scène et qui disent moi j'ai pensé ça et je trouve ça vachement intéressant. Et du coup voilà, pour le stand-up d'opinion, des trucs comme ça, c'est radicalement l'opposé. T'en fais toi du stand-up d'opinion, enfin quand tu fais du stand-up Oui, enfin moi c'est plus des choses perso, j'aborde beaucoup, pas du tout politique pour le coup sur scène. Encore une fois, pour moi tout est politique, des choix. Enfin moi par exemple je suis très très féministe, donc parler de femmes, mettre en valeur le travail de femmes ou raconter ton quotidien tout simplement aujourd'hui en tant que femme, quoi. Pour moi c'est déjà politique, mais c'est pas du tout. En fait, on s'éloigne complètement de ce qui est politiquement correct et de ce qui existe ou pas. D'ailleurs, on dit souvent beaucoup de conneries sur scène. Il y a des humoristes d'ailleurs qui sont devenus connus aux États-Unis, qui ont fait des... par exemple, qui ont parlé des armes, du port d'armes aux États-Unis, qui disent n'importe quoi, mais qui font des vannes sur est-ce que si tu as une arme aux États-Unis, vraiment tu vas ne pas tuer des gens et tout, mais qui utilisent des chiffres n'importe comment. Ce qui prime, c'est l'opinion, la présence. Des mecs comme Ricky Gervais, ce genre de mec, non Ricky Gervais notamment, qui est anglais pour le coup. Ou l'Australien, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment il s'appelle. Mais celui qui a fait un truc sur America. Là. Il y en avait un qui avait sorti que des chiffres un peu faux sur les les armes. Voilà, c'est ça. C'était pas mal, je vais retrouver le nom. Je vais dire ça.
Jim Jeffries, exactement, Voilà, c'est à lui que je pensais. Ouais. Qui est dans son spectacle d'après, du coup, est revenu sur ses chiffres et il a dit bon, d'accord, les chiffres c'était n'importe quoi, mais j'ai quand même raison. Oui, et puis ton message passe quand même. Et en fait, l'humoriste, il est censé se montrer de façon un peu humble, se faire passer aussi pour un débilos, mais dire des trucs très basiques. En fait, on vient de la France d'en bas, enfin, entre guillemets, quoi. Et on est là, bah écoutez, moi j'ai réfléchi. Je pense que si tu gardes ton gun dans un coffre-fort chez toi, comme ça, tu dis mes enfants ils y touchent pas. Quand il y a un criminel, voilà, tu peux pas sortir avec, quoi. Donc c'est vraiment chercher des vannes tout autour de ça. Oui, et puis là, il y a moyen sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Et dans le même genre, il y a les animateurs de talk show, genre John Oliver et tous ces mecs-là. C'est hallucinant à quel point ça. Mais c'est fou parce qu'en fait, et puis on des vingtaines d'auteurs, hein, pour le coup, et des journalistes en fait. Même j'ai une amie récemment qui est productrice de l'émission Crac Crac. C'est une émission de cul, j'adore le sexe, sur Canal+. On est plusieurs. Et elle a vraiment une partie édito, elle me parlait un peu de ses processus de recrutement et tout, parce que moi je vais produire de la fiction bientôt. Et en édito, elle a donc 5 auteurs, dont Monsieur Poulpe, qui est coproducteur avec elle. Il est partout. Et des journalistes, carrément. Alors que c'est une émission sur le sexe, etc. Mais des journalistes qui peuvent orienter, parler du fétichisme de façon et en fait, c'est la conjonction auteur et journaliste qui leur permet de faire des trucs drôles, mais informés. Mais pertinents, surtout. En fait, la pertinence de l'humour, c'est super important. Tu vois. Demain, si j'arrive et je fais alors, les végétariens, ils sont tous pâles, et ils mangent des graines. Je trouve ça vraiment offensif, tu vois. si tu veux. Je suis végétarienne. Il y a des limites. Je suis pas pâle. Il a été très grave. En fait, c'est en faisant ça, moi, je regarde beaucoup ces talk shows américains, et en fait, ils arrivent à beaucoup mieux décrypter l'info, je trouve, en faisant de l'humour, que ne le font les vrais journalistes d'une certaine manière, vous trouvez pas? Je pense que tu vas dire qu'il y a des raccourcis, non, Arnaud? Je sais pas, parce que d'un côté, je trouve qu'il y a une grosse qualité dans ces programmes-là, et c'est vrai qu'on les a pas vraiment en France. Enfin, je vois pas d'équivalent de. Moi, je vois au quotidien, mais surtout, ils se concentrent sur la com des politiques. C'est la com des politiques. C'est pas le message. Quand tu vois du John Oliver ou du. C'est pas la même facture. Trevor Noah ou les autres, quoi. Il y a quand même il y a une analyse, il y a une analyse derrière. Des angles aussi, des prises de position. Ouais, et puis même dans certains cas, ils vont jusqu'à chercher des sujets, à sortir des sujets ou à essayer de, pas forcément les sortir, mais à vraiment les populariser. Au plus grand nombre, tu veux dire. Ils ont un rôle de vulgarisation, je pense. Moi, je suis très, pardon, je t'ai interrompu, mais je suis très admirative justement des humoristes qui vont aller creuser le sujet. Je recontextualise aussi quand toi et moi on s'est rencontrés. C'était une formation pour les femmes à YouTube qui s'appelait Elles font la société, pour inciter les femmes un peu à moins souffrir du syndrome de l'imposteur et pas oser diguer dans des sujets journalistiques, etc. Moi, j'admire beaucoup les humoristes femmes et hommes qui s'emparent vraiment d'un sujet et qui arrivent à en faire de l'humour. J'ai fait un documentaire sur le stand-up engagé dans le monde entier et je suis allée en Inde et j'ai rencontré une énorme chaîne YouTube qui a des millions d'abonnés qui s'appelle All India Backshot. Et eux, carrément, ils ont fait des vannes sur la net neutrality. Et c'est genre incroyable de réussir à mobiliser des millions de personnes et à faire rire sur la net neutrality. Qui est vraiment pas le plus simple des sujets. C'est super technique et tout. Mais par contre, ils ont travaillé avec des militants, des journalistes qui d'abord leur ont expliqué. Déjà, ont réussi à les convaincre que c'était important. Ensuite, leur ont expliqué, etc. Non, ça, je pense que c'est important. Après, je crois qu'il y a une limite à ça. C'est de tourner tout en blague. Qu'est-ce qui devient grave, quoi. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, quand tu vois la couverture de Trump, par exemple, dans ces émissions-là, le fait ce que tu veux dire, c'est dédramatiser Trump et le rendre drôle, peut désarmer et faire oublier que c'est un danger. C'est toujours drôle, quoi. C'est toujours drôle et tu te dis qu'est-ce qui va nous sortir demain, quoi. Et du coup, en fait, si tu veux, ça devient un matériel. Enfin, ça a un biais, c'est que en gros. C'est toutes les décisions un peu abruptes comme ça, qui peuvent être prises politiquement, ont un potentiel comique plus fort. Tu vois. Toutes les déclarations un peu cheloues ont un potentiel comique plus fort. Et du coup, ça incite. Et c'est pas le truc. Il y a que les comiques qui. Enfin, je veux dire, la presse en général est aussi très intéressée par ces trucs qui clashent, quoi. Mais c'est juste, j'ai l'impression que ça ajoute. Au problème, à ce problème-là en tout cas de la communication. C'est vrai que moi après l'élection de Trump, j'aurais trouvé intéressant que cette sphère-là des présentateurs, des humoristes de talk show, etc.
qui évidemment étaient tous sous le choc parce que c'était une surprise, quoi. J'aurais trouvé intéressant qu'ils commencent leurs émissions en disant peut-être qu'en fait, faut qu'on fasse notre mea culpa et que nous aussi on a merdé dans notre approche de l'info. Ils l'ont fait, hein. Enfin ils le font régulièrement. Ouais, tu trouves? Si tu veux, c'est juste t'arrêtes pas un truc qui marche, quoi. Oui, ça, bien sûr. C'est le problème, t'as ta famille à nourrir, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des prises de conscience aussi, de se dire attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est quoi notre métier, quoi. Il y a beaucoup cette réflexion là à la fois dans les cercles journalistiques américains et aussi dans ces cercles là. Il y a plusieurs représentants de talk show qui ont dit oui, je pense que c'est un peu de notre faute s'il y a des trucs qui passent mal. Pour moi c'est pas du tout de la faute des humoristes. Par contre, ce que tu dis sur la presse, je le trouve vrai. Enfin, il y a Michelle Wolf, justement, une humoriste qui, je sais pas si vous avez vu, ça a trop buzzé son. Je vois pas qui c'est du tout. Il y a elle était pas du tout connue, mais il y a quelques semaines, 2 semaines, je pense. Okay. Elle a fait un gros talk show, un gros stand-up de 20 minutes à la Maison Blanche, où elle a démonté tous les journalistes. Oui, bien sûr, je vois qui c'est. Et elle a dit vous détestez Trump, mais grâce à vous, vous revendez des émissions. Tout le monde a peur, tout le monde vous regarde. Du coup, je vous conseille d'aller écouter pour ceux qui ne l'ont pas fait, nos auditeurs, d'aller écouter le passage de Michelle Wolf. Donc c'est au White House Correspondent Dinner, donc le dîner de la presse américaine, quoi. Et donc il y a chaque année un humoriste qui est invité et qui fait un speech. Et elle a fait un speech qui a été hyper polémique parce que ça a énormément déplu la gueule de tout le monde. Mais c'était un peu, il y avait un truc assez jouissif en fait, et elle rentrait aussi dans ce jeu-là d'une certaine manière, j'ai l'impression. Pour moi, elle traitait tout le monde de bande d'hypocrite et c'était génial. Pour moi, c'était pas drôle. Enfin, c'était complètement politique, tu vois, pour le coup. Bien sûr, c'était hyper pertinent et je pense que c'est pour ça que ça dérangeait plus que les années précédentes où en fait tout le monde gronde, quoi. T'entends les grognements, quoi. Les gens, ils sont pas contents d'être mis face à leur propre vérité. Donc parfois, les humoristes sont plus politiques que drôle, mais je suis d'accord avec toi, faut pas se reposer sur ses lauriers en blague, quoi. En disant bon, ça c'est rigolo, il est rigolo, on va relater ça de façon rigolote. Non, mais cela dit, moi ça m'intéresse parce que de savoir, en fait, moi je me souviens très précisément du jour où j'ai donc alors peut-être pour préciser pour nos auditeurs, le sujet sur lequel je voulais lancer à la base nos deux invités, c'est qu'est-ce que la gauche et la droite, qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de droite, comment eux font quand ils reçoivent une nouvelle idée pour analyser cette idée, quel est leur logiciel pour comprendre est-ce que c'est une idée qui correspond à leurs idées politiques ou pas, comment ils abordent le sujet et quelle est la différence entre les deux, quoi. Et donc ce que j'allais dire, c'est que moi je me souviens quand je suis jeune, je me souviens très précisément du moment où on m'a expliqué d'une manière évidemment extrêmement caricaturale qu'est-ce qui est de gauche et qu'est-ce qui est de droite. Et j'aimerais bien savoir chez vous quand est-ce que cette distinction vous est venue, quand est-ce que vous avez un peu réalisé le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Alors moi j'ai grandi avec un père très militant qui était au Parti Socialiste jusqu'en 2007. Donc militant à droite, ok. Voilà, c'est ça. Non, vraiment, qui était à la gauche du Parti Socialiste, qui avait été vraiment intéressé par Mélenchon avant qu'il soit, disons, populaire et aussi connu qu'aujourd'hui, quand il avait quitté le Parti Socialiste. Oui, donc j'ai grandi dans un milieu un peu partial, clairement, quoi. Peut-être très vite, Mélenchon était sénateur socialiste pendant une vingtaine d'années, si je dis pas de bêtises. Très longtemps, il était parti faire son parti seul. Il était vraiment complètement seul, pas beaucoup suivi. À l'époque, il avait un peu, je sais pas, deviné ou est-ce que c'était une stratégie politique. Enfin, il était parti, il trouvait que le PS virait trop à droite aussi. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Donc je me souviens pas du jour, mais j'ai beaucoup entendu. La droite c'est les méchants et la gauche c'est les gentils, quoi. Ça a le mérite d'être extrêmement c'était bien plus, et j'entendais tout le temps parler de Jaurès, quoi. Ouais, c'est marrant ça. Tout le temps, Jaurès par-ci, Jaurès par-là, quoi. Ok, c'est rigolo parce que effectivement c'est Jaurès, c'est un personnage qui est fondateur pour beaucoup de gens, pour les militants de gauche en fait, et pas tellement pour les sympathisants, j'ai l'impression, parce que les sympathisants aujourd'hui, peut-être je me trompe peut-être, corrigez-moi si je me trompe, mais les gens qui votent à gauche, j'ai pas l'impression qu'ils se réclament beaucoup de Jaurès aujourd'hui, alors que les gens qui en revanche sont encartés ont l'air de considérer Jaurès comme étant une figure fondatrice, et c'est marrant parce que Jaurès, c'est pas, je veux dire, c'est un peu vieux, quoi. Enfin, c'est un peu vieux, ça date un peu. Je sais pas, moi j'ai grandi dans une famille de militants. Il faut forcément que tes idoles un peu soient mortes pour qu'elles soient. Oui, mais tu vois, Marx, par exemple, ça me paraît beaucoup plus cohérent parce que, évidemment, Marx est beaucoup plus vieux,
Mais en même temps, il est vachement moins français, quoi. Ah, ça y est, ça part dans Non, mais c'est de l'analyse. Hein. Là, on est dans de l'analyse encore. Tu penses vraiment que ça joue le fait que Jaurès soit français? Carrément. Non, mais surtout, Jaurès, je sais pas, ça fait gauche. C'est que des illusions, peut-être, mais ça fait gauche. Bien joli et propre, et Marx là c'est très théorique, et puis c'est le communiste, quoi, donc pour moi c'est différent encore. Pour moi c'est pas la gauche comme je l'entends, tu vois, c'est clairement marqué encore plus à gauche, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, mais vraiment sur du communisme, quoi. Mais c'est marrant quand même d'avoir un père qui te parle de Jaurès. Ouais, voilà, il y a eu ça, et puis après moi je pense ma définition jusqu'à il y a quelques années, mais je trouve complètement erronée à l'époque. Pour moi, la gauche, c'était la possibilité d'ascenseur social, de payer le travail à sa hauteur, de respecter les gens, qui puissent dormir la nuit, travailler le jour, et en même temps beaucoup bouger dans l'ascenseur social. Et après, il y a un peu cette histoire de méritocratie qui est venue au milieu de tout ça, où la théorie de la droite m'a sinon attirée. Je l'ai trouvé très intéressant parce que moi j'ai une grande bosseuse, j'étais très forte à l'école, etc. Je croyais que c'était le plus important, et je me disais c'est facile, il suffit d'étudier, tu vois, alors que bien sûr j'ai grandi dans une famille classe moyenne blanche à Paris, quoi, donc c'était facile à dire aussi. Et en fait pour moi la méritocratie, la façon dont la gauche en parle et la droite en parle, pour moi c'est le nerf de la guerre un petit peu. Parce qu'en fait, et la gauche et la droite en parlent d'une certaine façon, et pour moi, les deux se valent, en fait. Genre, les gens ont le droit de bosser tranquille et d'avoir les salaires qu'ils méritent, et il faut des gens qui se tuent, qui bossent le jour, la nuit. Voilà, donc je sais pas trop où me placer par rapport à ça, mais il y a un peu cette notion-là qui est venue un petit peu tout chamboulé et tout. Mais donc le travail, c'est un truc qui est central dans je pense, la gauche et la droite. La limite gauche-droite pour toi, ouais. Okay. Carrément. Et puis moi, j'ai été très très pauvre, vraiment pendant longtemps, dans ma vie, vraiment en précarité. J'ai travaillé au marché pendant des années, etc. Et maintenant, je suis chef d'entreprise. Donc c'est ta petite entreprise. C'est dommage qu'on n'ait pas le jingle là. Non, mais c'est intéressant parce que, par exemple, je fais des tournages. Donc sur les tournages, c'est très hiérarchisé, etc. Donc les chefs op, les réals, les chefs op et tout, c'est souvent des hommes. Enfin, moi, je suis réalisatrice de mes vidéos, mais souvent des hommes. Alors, c'est censé être eux les plus payés. Et moi, je paye toujours plus mes régisseurs, mes régisseuses, donc ceux qui font la bouffe. Et genre, les chargés de prod, c'est le travail trop ingrat de réserver la voiture, d'appeler tout le monde et tout. Je me débrouille toujours pour qu'ils soient plus payés parce que j'ai toujours fait tous ces métiers, tu vois. Ouais. Et pour moi, j'ai toujours un petit peu de mépris envers les chefs-op et tout. Bien sûr que non, je les méprise pas, c'est grâce à eux et elles que je fais mes films. Mais je suis un peu là, genre, regarde, mec, on est posé sur des chaises et on décide de ce qui est beau ou ce qui est pas beau sur un écran d'une caméra à 10 000 €, tu vois. Et genre, je vois ma régisseuse qui court aller chercher les pizzas et tout, et dans ma tête je me fais elle est plus payée, tu vois. T'as une démarche consciente quand même dans tes ouais, ok. J'essaie aussi beaucoup de payer les femmes et c'est rare, enfin tu mets en accord tes actes et enfin ce que t'as l'air de penser en tout cas. Ouais, en tout cas moi j'ai jamais compris pourquoi ces gens-là étaient pas autant payés que les gens qui disent c'est beau d'avoir une lumière bleue ici, quoi. Je dis pas que ça c'est vrai, et même que ce soit en économie ou autre, tu vois, ça paraît absurde d'avoir des différences de salaire aussi importantes entre des gens sur lesquels tu vas te dépendre. Enfin, on parle d'hôpital par exemple. Quand tu es dans un hôpital, les gens qui vont être en contact avec toi, t'en as certains qui vont être très bien payés et d'autres qui vont pas être bien payés. Tu vas souvent voir les gens qui vont pas être. Ta vie dépend de tous en plus, c'est pas seulement d'une sortie. Ton bien-être. Pareil, je sais pas, c'est que ça soit. Mais ça, c'est un terme qui est souvent remis au goût du jour. Enfin, c'est pas remis au goût du jour, mais qui est souvent exprimé par la gauche. Je sais pas si la droite a ce genre de discours, mais en gros, c'est comment on explique ça, quoi. Enfin, d'où ça vient, comment on valorise le travail. Tu vois, aujourd'hui, quand tu t'intéresses par exemple aux infirmières ou aux sages-femmes en France, comparé au Canada, des trucs comme ça, les sages-femmes sont super maltraitées. C'est vraiment un scandale, leur salaire.
Il y a un moment, je fais des blagues sur YouTube et je suis plus payée que ma sœur qui est sage-femme, tu vois. Genre, tu te dis, bon, après, je m'en suis bien sortie et je suis fidèle à mes valeurs et tout. Youtubeur, je déconseille ce métier à tout le monde si vous voulez gagner de l'argent, mais à moins que vous soyez aussi intelligent que moi. Arnaud, voilà, c'est ça, ouais. Arnaud, en commentaire. Il faut avoir un certain charme, un certain talent, une force de travail. Corps, voilà, et la chance n'a rien à voir là-dedans. Voilà, c'est ça. Et mais oui, en fait, voilà, comment tu valorises le travail. Donc pour moi, on en revient à la méritocratie, tu vois. Mais moi, j'ai toujours pensé bosser. Et c'est juste qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens de droite, un peu la droite à l'ancienne, filloniste, tu vois. Pas savoir combien ça coûte un pain au chocolat, t'as pas bossé, mec. Tu n'as pas bossé. Ouais, mais est-ce que c'est pas populiste comme ce genre de question? Ça, moi, je trouve que c'est populiste, le genre... c'est un mot que tu colles dessus, mais ce que je veux dire, c'est quoi le travail? C'est quoi connaître le travail? Juste ces questions-là précisément, moi j'ai toujours trouvé que c'était un moyen. Parce que je pense que ce soit un mec de droite ou de gauche ou une femme de droite ou de gauche, je pense que personne, en fait aucun d'entre eux sait. D'ailleurs moi qui me suis acheté un pain au chocolat ce matin, je ne saurais pas dire combien ça coûte. Je sais pas. Moi je suis très chaud sur les pains au chocolat. Moi je compte tout, ça se voit que vous tenez pas des comptes. Il y a une crise du beurre aussi en ce moment, donc il faut mettre ça. Allez voir l'épisode sur la crise du beurre de Stupid Economics. Non, c'est de Eureka pour le coup. C'est pas de Eureka, pardon, oui, très juste. Mais tu vois, je suis quand même au courant. Ouais. Tu vois, ce que je voulais dire, c'est que cette question, c'est un peu un moyen facile de piéger les politiques, quoi. C'est un peu. Ah non, mais bien sûr, la question en soi, mais c'est juste. Encore une fois, on en revient aux équipes de tournage, mais. Il y a des gens qui vont au César, qui ont trop mal parlé à leurs équipes encore de régie, qui font la bouffe et tout. Moi, je me souviens, j'ai pris des cours de théâtre aux États-Unis. J'avais fait ma 3e année à Sciences Po aux États-Unis. Et on avait un prof de théâtre qui était arrivé le premier jour. Donc, on avait des grandes salles, il y avait tous les comédiens. We talk like that. Genre, on était le cliché des comédiens américains, quoi. Mm-hmm. Et il avait dit qui est le plus important dans un théâtre. Alors tout le monde avait dit le metteur en scène, the director, the actors, gna. Et il avait fait pas du tout. C'est le light designer. Les acteurs, je le traduis. Hein. Ça. Il avait dit pas du tout. C'est le light designer. Enfin le mec. Non, il avait dit c'est le régisseur lumière. Parce que s'il allume pas la lumière, on vous voit pas jouer. Je trouve ça vachement intéressant, tu vois. Et c'était un peu pour la première morale avant de nous donner des cours de acting, de plonger dans nos sentiments, etc. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un derrière qui vous entend quand vous êtes odieux ou pas sur scène et qui appuie sur un bouton, vous êtes plus éclairé. Je trouve ça trop intéressant, tu vois. J'ai ma productrice qui vient de me faire coucou dans l'oreille. Pour me dire, là c'est elle. Exactement. Si vous voulez hurler sur Alicia. Oui, mais il faut aussi remercier tous les gens qui ont fabriqué les micros, qui les ont mis en place, qui ont construit ce bâtiment, qui ont permis de. Mais du coup, sérieux le chauffeur de métro qui nous a amenés ici. Et du coup, toi, Arnaud, est-ce que tu te souviens du moment où tu as commencé à te dire, voilà la différence que je vois entre, d'ailleurs, pas forcément la droite et la gauche, mais en tout cas. Les camps qui peuvent exister dans la société, tu as un moment comme ça ou pas? J'ai une mémoire très particulière. J'ai pas de mémoire. Voilà, c'est un peu ça, qui s'efface très rapidement. Okay. Donc c'est de la mémoire vive, on appelle ça. T'as de la rame, mais pas du disque dur. C'est ça. Et donc, tu sais te mettre en valeur en tout cas. C'est de la mémoire vive. C'est intéressant comme. Donc du coup, je pense pas avoir ce moment-là. Je sors pas d'une famille très militante, tu vois. Donc il y avait des discours sur l'économie, des discussions sur l'économie, sur la politique, sur pas mal de choses, mais c'était jamais très très militant, et du coup il y avait pas cette distinction très claire entre droite et gauche, et puis je pense que c'est vraiment même aujourd'hui, je sais pas trop. Ok. Tu vois, je trouve ça vraiment. Enfin, c'est une question qui pour moi est vraiment difficile. Je vois bien les idées que chacun représente, mais après, tu vois, c'est. Et donc, si là je te mets sur la table une idée, une proposition que tu connais pas et que t'as personne autour pour te dire ah ça c'est de droite ou ça c'est de gauche ou autre chose. Toi, comment tu t'apprécies l'idée? Tu dis ah bah ça. Après, il y a comment j'aimerais apprécier l'idée et comment en pratique, généralement on le fait. En théorie. Alors précise parce que je suis pas sûr de suivre. Ouais, en théorie, c'est d'analyser le truc, de se dire bon, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la société, qui est à l'origine de ça, quelle est l'histoire de cette idée, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, quelles sont les différentes manières de l'appliquer pour, tu vois, toutes ces questions qui nous enrichissent en fait jour après jour. Mais il y a aussi le truc, c'est et
il me semble avoir lu quelques papiers là-dessus, c'est en gros la manière dont on décide si une idée est d'un côté ou de l'autre, ou de tel courant ou de l'autre, c'est ce que vont nous dire nos voisins, quoi. Oui, beaucoup, bien sûr. Mais du coup, oui, mais ça dépend de quels sont mes voisins. Tu ne fais pas tes propres opinions, quoi. T'écoutes ce que disent tes voisins. Ce que je suis en train de dire, c'est que y a la théorie et la pratique, et j'essaye d'être comment dire, aware. Non, mais je sais pas, d'être. Oui, mais alors, tu vois, au-delà des. Enfin, il y a une question de critères en dessous, parce que si mettons que je te mette une idée sur la table et que je te dis, cette idée-là, l'effet que ça va avoir, c'est que les classes moyennes vont en prendre plein la gueule, les pauvres, ça va améliorer leur situation, et les riches, leur situation va varier comme ça. Il y a aussi un truc à un moment où tu te dis, enfin, tu vois, moi, par exemple, mon logiciel perso, c'est de me dire si ça bénéficie au plus grand monde. Quand bien même il y en a certains que ça fait souffrir, alors c'est une idée c'est un truc qui me paraît plutôt souhaitable. Donc en fait, t'es pas de gauche ou de droite, t'es juste utilitariste. D'une certaine manière, oui. Alors après, il y a des moments où, enfin, il y a aussi, enfin, s'il fallait marcher complètement sur les droits des femmes pour que ça aille mieux pour tous les autres, il y a des moments où j'ai aussi des filtres. Bouh, les femmes. Là, on valide, ça part en prod. Ouais, c'est clair. En talon. Moi, je trouve que justement, par rapport à mon passé de la droite, c'est les méchants, à la gauche, c'est les gentils, que c'est une perte de temps de se dire ça, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite, et après tu le mets dans une case et tu dis ok ou pas ok, tu vois. Mais en fait, moi, cette question, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite, pour moi, c'est plus la question qui est sous-jacente, c'est on me propose une nouvelle idée, du coup, est-ce que j'apprécie cette idée-là ou pas, quand je la prends de but en blanc sans avoir des analyses derrière de gens qui s'y connaissent, etc. Et que j'essaye d'évaluer l'idée et je me dis cette idée-là, est-ce qu'elle me plaît ou pas, mon algorithme, d'une certaine manière... Moi, je pense toujours en business. Toujours, non mais vraiment. Ouais. Ce que j'applique à ma petite entreprise, je l'applique à tout. Je me dis, qu'est-ce que veut la personne d'en face ? Je me dis, c'est quoi son intérêt en fait ? Son intérêt perso, ou l'intérêt de son groupe, ou l'intérêt de sa classe sociale. Ou la personne qui propose l'idée, quoi. Exactement, en fait. C'est intéressant. Il y a toujours un truc, tu vois. C'est comme en business. Et parfois, pour moi, l'argent, c'est juste un moyen de faire des créations cool, parce que mon argent va directement dans mon art. Et donc parfois... Oui, Madame Fillon. C'est ça. Non, mais c'est vrai. À d'autres. Non, mais... Donc parfois, il y a des gens en face qui me proposent un truc qui me convient pas, mais je me dis jamais malhonnête ou quoi. Je me dis donc c'est quoi l'intérêt de cette personne et est-ce qu'elle peut être en rapport avec mes intérêts. Voilà. On a tous une idée chouette, mais il n'y a pas beaucoup d'argent pour faire une super vidéo ou pour faire un spectacle. Pourquoi cette personne veut le faire ? Est-ce que c'est pour s'attribuer ensuite la gloire d'avoir travaillé à ça ? Est-ce que c'est pour aller plus loin plus tard ? Est-ce que plus tard, il espère générer des revenus, du coup refaire ce projet en payant bien les gens ? Enfin, tu vois, donc je m'intéresse toujours. Okay. Pour moi, en politique, c'est pareil, en fait. Pourquoi je donne un exemple. Il y a eu un truc, je sais pas encore si je suis pro-sexe ou pas dans mon féminisme, mais tu sais, il y a des féministes qui sont anti-prostitution et d'autres féministes qui soutiennent le travail sexuel des femmes et qui disent que les femmes, quand c'est un travail comme un autre, et c'est un travail souvent qui aide les femmes précaires, etc. Moi, je sais pas encore quelle est ma position dessus, mais j'ai une copine qui est actrice porno et il y a Macron qui dit à la radio, le porno, ça détruit les jeunes, enfin des trucs complètement... Ça détruit les jeunes ? Ouais, n'importe quoi. Ils le regardent et ils sont détruits immédiatement. Alors moi, je trouve ça plutôt cool de se masturber, mais bon, bref, c'est pas la question. Et je me dis, bien sûr, quel intérêt il a à dire ça, bien sûr, parce que tout le monde a envie d'un ennemi commun. C'est très facile. Enfin, il va pas dire oui, mais le porno, d'une certaine façon, c'est l'éducation sexuelle. Ouais, tu te dis, en fait, c'est quoi l'intérêt des gens ? Et quand tu vois que le mec, il change d'avis... tous les 2 mois, je me dis il a envie de rester au pouvoir, c'est cool. Oui, en fait, il a envie de rester sur l'exemple du sexe, ce que toi, si je comprends bien ce que toi t'en penses, c'est de te dire en fait c'est juste une prise de position populiste parce que c'est facile de taper sur ceux qui sont les travailleurs du sexe, etc. et qui sont pas forcément en position de répondre, c'est ça ? Alors je sais pas si j'en arriverai à cette conclusion là. Mais oui, je me demande toujours ça. Et parfois, en fait, il n'y a pas de bonne position. Enfin, moi, j'y crois pas que les gens ils font ça que pour leurs petits besoins personnels, le pouvoir, la gloire, tu vois. C'est un peu ridicule. Mais j'essaie toujours de voir plus loin. Il veut pas dire ça. Enfin, qu'est-ce qu'il espère avoir dans 2 ans ? Qu'est-ce qu'il a dit il y a 1 mois qui pourrait... Enfin, tu vois, c'est un ensemble, quoi. C'est comme quand je parle à quelqu'un... C'est rigolo parce que ça n'a rien à voir avec moi, mon triage perso, qui consiste à me demander...
combien de personnes ça va impacter, est-ce que ça va impacter beaucoup de gens et dans quelle mesure, et derrière de voir s'il y a une série de drapeaux rouges qui se lèvent. Et si ces drapeaux rouges sont levés, alors c'est une idée que j'apprécie pas. Enfin, tu vois, pour essayer de donner un exemple, essayer d'être un peu plus clair. On dirait vraiment que tu penses comme un ordinateur. Un peu. Enfin, tu sais d'où je viens. Je sais bien, mais ça fait peur, quoi. Mais c'était juste la petite remarque. Mais tu vois, mon truc, c'est de me dire, là, cette mesure-là, elle va impacter plein de gens, d'accord, mais par contre, ça va se faire au détriment de la communauté trans, par exemple. Voilà. Ça, du coup, c'est un truc que je veux pas. Et donc, du coup, cette idée-là, elle me plaît pas. Quand bien même, elle permettrait d'améliorer la situation de plein de gens, tu vois. Mais donc, du coup, il faut bien que tu fasses une distinction entre les groupes les groupes ou les intérêts qui sont importants pour toi et ceux qui ne sont pas intéressants pour toi. Bien sûr. Enfin, je pense que c'est ça la différence fondamentale. Je sais plus qui disait ça exactement, mais c'était sûrement un économiste très important. Non. Justement, ça devait être pas un économiste et quelqu'un. Économiste très important. Mais qui disait quoi du coup? Peut-être. Parce que t'as pas dit. Qui disait quoi? Qui disait qu'en gros, du côté politique, de la gauche, t'aurais deux. Mais alors, ça va être très approximatif. Vas-y, attention. Au pire, si on retrouve l'extrait, on le mettra. Il y a deux aspects importants, tu vois, qui rentrent dans le processus de décision, de savoir si c'est des bonnes idées ou pas. Donc, tu as l'égalité l'égalité dans la société et un autre dont tu vois, donc c'est vraiment t'as dit que vous avez dit mémoire vive, liberté, fraternité, travail, famille, patrie, qu'est-ce que ouais, tout ça c'est des dictons, je confonds. Non mais et en gros deux du côté gauche et 5, donc tu vois, tu as toujours l'égalité du côté droit, mais tu vas pouvoir avoir des trucs comme la famille, comme voilà, j'en ai que 2, mais en gros tu vois, c'est des ajouts d'autres intérêts, d'autres valeurs qui doivent être prises en compte dans ce processus de décision. Comment tu sais si tu aimes une idée ou pas? Oui, c'est ça, moi, en fait, qui m'intéresse. Je me souviens, ce qui était trop intéressant, mais vraiment, c'est pas pour te flatter et tout, mais c'était super quand Stupide Economics était venu un peu nous montrer comment vous cherchez des sujets sur lesquels vous ne connaissez rien à la base et tout. Entre-temps, vous avez provoqué un scandale sur le canal de Suez. J'ai cru entendre parler, c'est génial. Ouais, un petit... non, c'est plus on a alimenté. Vous avez alimenté un truc de fou, genre en Égypte. De loin. En fait, t'es un troll avec ton émission. J'espère que vous avez reçu des menaces de mort. Oui, c'est mon but. 3, non, mais... C'est mon but en fait dans la vie. Je pense que quand tu reçois des menaces de mort, vraiment, t'as changé le monde. Et sur YouTube, c'est mon but en fait. Non, mais et j'en ai toujours pas reçu, donc pour moi, je suis pas au top du game. Beaucoup de menaces de viol, mais la mort, en fait, c'est les gens voient d'abord mes seins. En fait, se disent viol, mort, non, viol. Et dès qu'il y aura la mort, là, on pourra, je pense, dire que j'ai réussi. C'est marrant parce que c'est Clémenceau qui disait si t'agaces personne, c'est que t'as rien fait. Et tu rentres dedans, en fait. Là, mort, c'est plus qu'agacer. Oui, non, bien sûr, mais de toute façon, j'ai pas la citation exacte de Clémenceau. Plus qu'agacer. Est-ce qu'il n'y a pas juste une inflation du vocabulaire du commentaire, tu vois, le jour où laisse-moi t'aider à répondre à la question, du coup. Attends, je vas-y. Bon, bref, c'était super intéressant ce que vous racontiez. Quand tu vois une décision, comment tu te dis si j'aime ou si j'aime pas? C'est simple. Avec un petit pouce bleu ou un petit pouce... Non, mais comment tu jauges Est-ce que tu... Comment moi je le fais? C'est quand même un truc multifactoriel quand même. Ouais, vas-y, raconte, c'est quoi tes facteurs? Raconte les multifacteurs, ouais. Ok, les multifacteurs. Le tribunal. Franchement, j'ai du mal à prendre des positions dans la vie. Je suis du genre, c'est pas que je vais dans le sens du vent, mais peut-être t'as des idées. Tu cherches à te faire l'avocat du diable. Ouais, j'ai une tendance à faire ça assez forte. Juste parce que je trouve ça intéressant de se mettre dans la position de l'autre. Et tu vois, par exemple, il y a un courant moi qui me semble fascinant, c'est les libertariens. Encore une fois, c'est américain, c'est dommage, on revient tout le temps à ce pays-là, il n'y a rien de particulier. Mais les libertariens américains, c'est des gens qui pensent que l'État ne devrait pas exister et qu'à la place, tout devrait se faire par contrat entre des gens. C'est de l'individualisme, la collectivité va se faire d'elle-même et on va réussir à prendre des décisions. On n'a pas besoin de la violence de l'État, en gros. Et ça, c'est des idées qui t'attirent, par exemple, C'est pas qui m'attire, mais c'est juste j'aime bien me dire attends, si je suis
est-ce que je peux être libertarien pendant 30 minutes et essayer de voir le monde comme eux ils le voient? Oui, donc en fait ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une logique que tu peux comprendre sans forcément y adhérer, c'est ça? Donc tu vas appliquer une théorie pour te dire, tiens, eux qui sont si originaux, qu'est-ce qu'ils penseraient? C'est ça que tu es en train de dire? Et ensuite tu dis, ça serait marrant, ils penseraient ça. Ouais, enfin, je sais pas, mais je trouve ça intéressant d'essayer de prendre de ces valeurs-là. Autres, Après, je sais pas si j'y arrive, tu vois, mais d'essayer en tout cas, c'est déjà un bon. Mais de vraiment comprendre comment ils peuvent penser et pourquoi est-ce qu'ils ont ces réactions-là, pourquoi est-ce qu'ils ont cette vision-là de la société. Mais une fois que tu as fait ça pour les libertariens, pour les socialistes, c'est là que je trouve que la problématique, c'est que. As-tu de la personnalité? Ouais, voilà, tu t'oublies un peu là-dedans. Tu te balades un peu partout et ouais, peut-être que tu parce que du coup il n'y a jamais un moment où tu t'arrêtes sur une idée, tu te dis ça j'aime bien ou ça j'aime pas. Mais franchement j'ai vraiment du mal à... C'est cool d'étudier toute sa vie en fait. Ouais, mais c'est rigolo de... Mais après désolé de t'interrompre, mais c'est juste à chaque fois que je vois des gens qui sont même un tout petit peu militants, c'est dur, hein. Oh là là, j'en prends plein la gueule, quoi. Parce que les militants te reprochent de rester dans une neutralité. Ouais, une neutralité qui peut être coupable. Et en même temps, vu que je me mets un peu dans leur tête, je comprends. Tu vois, ça doit être franchement mais enrageant, tu vois, de voir quelqu'un qui ne croit pas, enfin, qui croit en pas grand-chose. Enfin, j'ai pas envie de dire que je crois en pas grand-chose, mais c'est mais qui est très souvent dans la neutralité, quoi. Ouais, qui va toujours essayer de te contredire juste pour te contredire, quoi. Enfin, tu vois, c'est vrai que t'aimes bien ça un peu. Bah ouais, c'est un peu ton truc. Et du coup, j'ai du mal à. Enfin, je comprends carrément leur position et à chaque fois, que ce soit dans les bars, dans les conversations, enfin, t'es là en train d'essayer de te justifier alors que. Est-ce que c'est pas agressif, hein, ce que je dis, parce que moi-même je suis blanche. Mais est-ce que c'est pas un truc qui est juste possible quand t'es dans une position facile comme la tienne, jeune blanc? Ouais. Mais grave. Non, parce qu'en fait, moi, le seul truc sur lequel je peux être révoltée que les gens n'aient pas d'opinion ou ne se mettent pas à ma place ou ne puissent pas comprendre, ça va vraiment être les questions féministes. Ouais. Et alors, je me suis intéressée tard, mais à l'afroféminisme notamment, parce qu'il y avait un moment où j'étais là, je sais tout. Et j'étais là, et les femmes m'ont dit, tu ne connais. Les femmes noires m'ont dit, tu ne connais pas ce que moi je sais. Ouais. Et elles avaient raison. Est-ce qu'on ne peut pas se permettre juste de faire ça quand on est un peu. Si, je pense que c'est une position clairement de privilégier de la société. Enfin, tu vois. Moi, c'est impossible pour moi d'être neutre sur des questions féministes. Non, mais je comprends. Quand je me fais mansplainer, me mansplain pas. Alors attends, je vais t'expliquer ce que c'est que le mansplaining, s'il te plaît. Non, mais mansplaining, en gros, condescendance, on interrompt les femmes et tout. Quand ça m'arrive 10 fois de suite, genre, je ne peux pas rester calme, tu vois. Attends, enfin. Tu n'as pas d'opinion sur ça non plus? Non, si, ça, ouais. je suis très d'accord sur le fait que c'est une position qui est facilitée par. Enfin, plus tu es privilégié dans la société, plus c'est facile à avoir. Parce que du coup. Parce que quand tu l'es pas, t'as très vite envie d'être révolté, en fait. Bah ouais, je comprends. Tu me contredis peut-être. Hein, et c'est vrai que je vois que les quelques sujets. T'es plus touché, quoi. Les quelques sujets sur lesquels j'ai été touché, tu vois, où t'as vraiment un débat de société. Et qui te concerne, je vois comment l'engagement vient, tu vois, où t'es là, c'est dans mon émotion, c'est dans mon... On arrive à creuser un truc, là. Non, mais tu vois, moi, je peux parler du pain au chocolat ou quoi, et je peux payer bien la régisseuse parce que j'ai été super pauvre, quoi. Mais j'étais pauvre, mais genre 50 €, c'était inconcevable, quoi. Donc après, j'y ai pas vécu longtemps, tu vois, c'était quelques années, mais je sais pas... C'est pour ça, on parle de féminisme beaucoup, on dit... la première façon d'être féministe quand t'es un homme notamment, c'est d'écouter les femmes, tu vois, juste d'écouter. Parce que le nombre de fois on m'a dit non mais non en fait tu m'écoutes, c'est moi qui suis enfin, bref, non mais tu vois, c'est genre les femmes qui se sont fait violer, donc d'entendre des hommes qui disent des théories sur le viol, je dis pas que des hommes sont pas violés ou des trucs comme ça, donc je trouve ça intéressant. En tout cas moi je sais que je suis plus apte à parler de sujets que j'ai vécu de près de loin. Et donc on arrive à un truc quand même, on se rapproche de moments où tu arrives à prendre une position, quand même. Ouais. Mais quand tu es touché dans ton âme, quoi. J'ai l'impression qu'on a un psychanalyste. Pas spécialement. Je trouve ça intéressant parce que j'ai toujours eu conscience de ce truc-là, du fait que c'est du privilège, tu vois, de pouvoir se surfer un peu au-dessus de tout ça et de se dire moi je m'en fous, moi. Ça me concerne. Enfin, c'est pas que ça me concerne pas, mais tu vois, je l'ai pas aux tripes et du coup j'ai pas besoin de prendre
de m'engager derrière ça pour me dire allez, il faut que ça bouge, quoi. Et voir les privilèges ou la misère des autres, c'est pas des trucs qui te bougent. T'as le droit, hein, je veux dire, c'est tout à fait. Voir la misère, je pense que c'est quelque chose de le voir à la télé et quelque chose de le voir quand c'est un proche ou un truc comme ça, quoi. Quand ça te touche, encore une fois. Enfin, je veux dire, vu le nombre de trucs qu'on voit à la télé, enfin, bien sûr. Sinon, là, je serais déjà en Syrie en train de faire des trucs. Enfin, je veux dire, tu peux pas être touché partout, quoi. Oui, bien sûr, mais autour de toi. Comment tu vas choisir un sujet que tu vas aborder sur votre chaîne YouTube Là, c'est plus intellectualisant, quoi. C'est plus ce sujet-là m'intéresse parce que c'est un sujet qui n'est pas vraiment trop discuté, qui me semble intéressant. Ça, pour moi, c'est des choix politiques, tu vois. Enfin, c'est clairement des choix. Ça, oui. Moi, j'essaie d'avoir par exemple, beaucoup de femmes dans mes vidéos. Enfin, j'essaie plus que. Par réflexe, je connais plus d'humoristes mecs, tu vois, donc je prends des mecs. Et j'essaie aussi de donner des rôles normaux à des noirs, tu vois, et pas le rôle de noir, tu vois. Donc ça, j'essaie de faire, c'est mes deux façons d'être un tout petit peu engagée dans les comédiens que j'embauche sur mes projets. Mais pour moi, c'est déjà politique, tu vois, il y a déjà une réflexion derrière, ou une démarche au moins, tu vois, une démarche artistique. C'est comme... il y a des humoristes, à un moment, quand tu es humoriste sur scène, quand tu es un petit peu doué, tu peux faire rire sur 50 sujets. Pourquoi tu vas parler de 4 ou 5 sujets dans ton spectacle et pas de 50? Oui, pourquoi c'est déjà une démarche, en fait. C'est déjà c'est de l'éditorialisation. Voilà. Même si c'est voilà. Non, puis même dans si le choix c'est pas des émotionnel, voilà. Mais j'avais un truc que je voulais dire et ça m'est sorti. Ah oui, si. Tout à l'heure, tu disais un truc. Enfin, il me semble que tu as dit un truc intéressant, Swan. Super. Non, pardon, c'est extrêmement mal formulé. En 40 minutes, un truc. On coupera. Non, on coupera pas ça. Ça, il y a rien. Voilà. Je tape du poing sur la table une fois, deux fois. C'était extrêmement mal formulé. C'est pas grave, t'inquiète. Ce que je voulais dire, c'est que parmi tout ce que tu as dit d'intéressant, il y avait un truc que j'aimerais ramener j'ai l'impression de voir du beurre couler. Il y a des taches de sang, je rame. Il y a des taches de sang sur le mur là. Non, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tout est politique. Et du coup, c'est une question que j'ai envie de poser à Arnaud. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de ce statement? Est-ce que tu trouves que tout est politique, ou est-ce qu'au contraire tu trouves que qu'on politise beaucoup trop de choses et que je suis d'accord que tout est politique. Après, je pense que c'est pas parce que tout est politique qu'il faut être prêt à mourir pour chaque truc, quoi. Enfin, tu vois, d'être je pense qu'il y a pour ses idées, d'accord, mais pas pour construire un banc dans un parc public, quoi. Pour moi, tout est politique, mais tout est quand même drôle et il faut quand même se calmer. Par exemple, quand il y a eu, encore une fois, on en revient au féminisme, mais j'écoutais le podcast La Poudre, que tu connais peut-être, de Lorraine Bastide, qui est vraiment de Nouvelles Écoutes, qui est exceptionnel, qui est juste le principe, c'est on entend beaucoup d'hommes parler. On parle dans les cours d'histoire, je dirais 98% d'hommes qui ont fait des trucs chouettes dans le passé. Il y a 80% des experts en télé qui sont des hommes, 70% des femmes en télé, ce sont des hommes. Donc venez, on écoute des femmes. Voilà, c'est juste la base. Donc pour moi, c'est très 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 politique, juste d'entendre toutes ces femmes, ces voix différentes, ces sexualités différentes, ces choix politiques, militantisme différents, etc. Pour moi, c'est politique. J'ai été l'une des rares, j'ai l'impression, dans mon milieu, à être très concernée par l'écriture inclusive. Donc, quand tu es à l'école primaire, tu écris avocate, virgule, avocat, ou je sais plus, avocat, virgule, 4, ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est pas du tout anodin que on est à l'école primaire, on nous dit un jour... le masculin l'emporte sur le féminin, tu vois. Et ça fixe une représentation du monde dans ta tête. T'as 8, enfin, je sais pas, plutôt 4 ans. On te dit le masculin, la meuf qui a pas d'enfant, quoi. Enfin, à 6 ans, je crois, t'apprends à écrire. Je sais pas le masculin l'emporte sur le féminin. Et tu entends ça pendant 1 an, tu apprends tes conjugaisons. Le masculin l'emporte sur le féminin. Arrêtez de dire. Et tous les humoristes, même les plus intelligents, on fait ah bah ça va, des vieilles blagues, genre les hystéricos poilus, enfin. Pour moi, c'est pas anodin. Mais de là à s'enflammer, commencer à hurler sur tout le monde, non. Bien sûr. Donc, c'est politique, mais ça peut être aussi en douceur, en humour. Et pour moi, j'en reviens à l'humour, mais dans l'humour, il y a beaucoup d'empathie, d'amour. Donc, il faut comprendre aussi...
faut se mettre à la place de l'autre. Donc pour moi, politique, c'est pas forcément conflictuel. Bien sûr. Mais juste, genre, mettre le doigt sur des trucs. Pour moi, rien n'est anodin et tout est politique. Par contre, il faut absolument pas mettre de l'énergie combative sur tout. Sinon, c'est épuisant. Surtout, tes messages ne passent pas, tu vois. Quand t'as un petit peu de recul, moi, je fais beaucoup plus rire sur des sujets qui me traumatisent pas. Que sur des sujets qui me prennent à cœur, etc. C'est drôle. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire toute une série documentaire que je vais sortir en septembre sur le pardon. Donc, je vais aller dans les prisons qui travaillent sur la réinsertion. Moi, j'ai été agressée. Arnaud a fait des épisodes sur les prisons. Pardon, je t'ai coupé sur l'économie. En plus, je voulais trop vous appeler parce que j'ai vraiment besoin de faire des méga recherches sur la prison et je me suis dit, qui c'est les derniers copains qui m'ont dit qu'on pouvait parler des sujets qu'on ne connaissait pas? C'est eux. Suivi d'économie. Voilà. On en parlera après. Mais bon, bref, je suis en train de travailler sur le pardon. Et je me suis fait agresser sexuellement il y a quelques années. J'ai trop envie de reprendre contact avec le gars pour voir un peu où il en est et lui dire, au fait, mec, je t'ai pardonné, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit, lui, je le pardonne beaucoup plus facilement que ma copine de collège qui était sortie avec mon ex. Enfin, tu vois, tout ça pour dire, pourquoi je racontais ça? Pourquoi je racontais ce truc bizarre? Ah oui, que c'est beaucoup plus facile de pardonner ou de faire des blagues sur un truc qui est très lointain de toi, qui te touche pas du tout émotionnellement, que sur un truc sur lequel tu es encore fâché. Donc tout est politique, mais tout ne vaut pas la peine de s'énerver. Voilà, c'était une très belle conclusion. Allez, c'est tout pour moi, lâchez le micro. Ok, merci à tous. Donc du coup, petit instant promo, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Swan? Donc moi, c'est Swan Périssé, surtout sur YouTube et sur Instagram. Et sur Instagram, Swan Périssé aussi? Swan Périssé aussi. Il y a un faux compte qui s'appelle Fuck Y'all Bitches. Je trouve ça très cool. Non, moi, mon vrai compte, c'est Swan Périssé. Un faux compte? Ok. Ne suivez pas le faux compte, suivez le vrai, l'original. Tant qu'à faire. Sur Twitter, non? Sur Twitter, pas du tout. Et est-ce que tu as des actus qui viennent? J'ai plein d'actus qui viennent, il faut juste regarder ma chaîne YouTube. D'accord, ça suffit. Des choses incroyables qui arrivent. Ok, très bien. Et toi, Arnaud, où est-ce qu'on peut te retrouver? Stupid Economics, dans votre moteur de recherche favori, et vous devriez trouver rapidement ce que vous cherchez. D'accord, et des actualités qui viennent? Non. Non, t'as pas de vidéo? Des opinions? Si, il y a des opinions peut-être, oui. Un avis sur quelque chose? ça va être difficile aujourd'hui, mais on revient le mois prochain ou quelque chose, et promis, j'arrive avec une opinion tranchée sur quelque chose. Très bien, parfait. Merci Arnaud. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Politicon. On espère que ça vous a plu et peut-être que vous avez rigolé et appris des trucs. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur les plateformes de streaming SoundCloud et iTunes. Et le mois prochain, à dans un mois.